à tous. Donc, effectivement, alors je suis vraiment ravie d'animer ce premier séminaire de cette nouvelle saison qu'on entame sur le thème de la biodiversité. Donc, on sait à quel point les relations entre biodiversité et agriculture sont complexes et de nombreux travaux nous alertent sur l'érosion de la biodiversité dans les territoires ruraux, mais inversement, certaines pratiques agricoles peuvent également constituer des solutions pour y remédier. Donc, on a vraiment cette dualité dans les relations agriculture et biodiversité. Et donc, pour ce premier webinaire sur le sujet, nous avons choisi de nous centrer sur la biodiversité. Alors, je ne sais pas si c'est forcément les bons termes, mais celle qu'on qualifie parfois de sauvage ou d'ordinaire, en tout cas cette biodiversité qui est présente dans les espaces agricoles. Alors, nos trois intervenants du jour, que je remercie d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, donc à savoir Vincent Bretagnol, qui est chercheur en écologie au CNRS de Chizé, Vincent Manville, qui est responsable de programme à l'IDEL, donc Institut de l'élevage, en charge de la biodiversité, et Axel Marchand, qui est chargé de mission agroécologie chez l'association Hommes et Territoires. Donc, nos trois témoins vont nous partager, vont partager avec nous leur vision de l'état actuel de la situation, des évolutions souhaitables pour davantage prendre en compte la préservation de la biodiversité dans les systèmes agricoles, alors principalement en grande culture et élevage, et ils témoigneront de leur expérience. Alors, Hélène nous avait prévenu qu'elle était dans un endroit où avec des petits problèmes de connexion. Donc, nos trois intervenants vont intervenir les uns après les autres. Donc, Vincent, comme Hélène n'est pas revenue, tu as la parole et donc tu peux mettre en place ton diaporama. Alors, le temps que ça se mette en place, bonjour à tous. Merci déjà Hélène et Philippe de me donner cette occasion de vous parler des relations biodiversité-agriculture. J'ai appelé ça un peu pompeusement que dit la recherche. Vous allez voir qu'évidemment en 10 minutes, il n'est pas question de vous faire un résumé de ce que dit la recherche sur cette question. Ça va être simplement quelques éléments. Alors, je vais peut-être démarrer, parce qu'on me l'a aussi demandé, par rappeler très très brièvement ce que c'est que la biodiversité. En fait, la définition de la biodiversité, c'est très simple. C'est un concept très récent, d'ailleurs, qui date de 1992. En gros, la diversité biologique ou la biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes et leurs relations. En gros, c'est la partie vivante de la nature. Et du coup, ça se mesure en fait assez facilement. Ça peut être des nombres d'individus, des nombres d'espèces ou des nombres ou des types de relations entre ces espèces. En fait, ça, c'est la partie un petit peu émergée de l'iceberg parce que la biodiversité porte un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de valeurs. Il y a une valeur écologique, il y a des valeurs de conservation autour des espèces patrimoniales, des valeurs sociales et culturelles. Il y a des valeurs économiques parce que la biodiversité influence le bien-être humain. Il y a des valeurs juridiques, il y a des valeurs intrinsèques. Donc, vous voyez qu'en fait, le concept de biodiversité qui est très simple au départ, du fait des valeurs et des enjeux qu'il porte, reflète en fait des attentes sociétales, un ensemble d'enjeux portés par la société. Et du coup, c'est très rapidement élargi. La biodiversité s'est très rapidement élargie au concept de services écosystémiques, c'est-à-dire les services qui proviennent de la nature et dont les sociétés font usage. Et à travers ce concept de service écosystémique, l'acception est maintenant encore plus large puisqu'on parle de socio-écosystèmes, donc l'interface entre les sociétés humaines et les écosystèmes, qui porte à la fois sur l'effet des sociétés sur les écosystèmes, mais aussi le rôle des écosystèmes dans le fonctionnement de ces sociétés. Et vous voyez tout de suite que l'agriculture va avoir un rôle tout à fait intéressant dans ce concept, et c'est ce dont on va parler dans un instant. Alors ça, c'est la définition de la biodiversité. Le problème, entre guillemets, c'est que la biodiversité est en train littéralement de s'effondrer à l'échelle planétaire. Je vais juste donner quelques exemples. Ça, c'est l'évolution en haut des perdrix grises, donc des oiseaux dans les plaines céréalières dans les Deux-Sèvres. En dessous, c'est l'évolution de différentes espèces de serpents à l'échelle européenne. Là, vous avez différents exemples qui sont pris parmi les insectes. En haut, c'est celui des insectes volants en Allemagne qui ont perdu pratiquement 80% de leur population en l'espace de 30 ans. Au milieu, c'est les populations d'abeilles domestiques en Amérique du Nord. Et puis en bas, à gauche, c'est l'évolution des populations de papillons diurnes en Europe. Ça va même jusqu'au lapin de Garenne, une espèce on ne peut plus
banales parmi les espèces banales qui ont malgré tout perdu 60% de leur taille de population en Angleterre au cours des 50 dernières années. Et ça n'affecte pas que la biodiversité entre guillemets sauvage. On a aussi un fort déclin de la biodiversité cultivée. Là, c'est 2 exemples, maïs et haricots. Donc cette biodiversité qui s'effondre, littéralement, l'agriculture n'est pas étrangère à cet effondrement. Par accaparement, tout simplement, par accaparement de la place. Et là, c'est un exemple qui est assez magistral. Vous avez ici la part qu'occupent les mammifères sauvages dans la biomasse totale des mammifères aujourd'hui à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, c'est 4%. 34% c'est l'homme et les 62% restants, c'est les commensaux de l'homme, à savoir les animaux domestiques et dans une toute petite mesure les animaux de compagnie. Donc voilà, ce qui était autrefois, c'est-à-dire il y a 12 000 ans, 100% de la biomasse constituée par les animaux et les mammifères sauvages, aujourd'hui c'est 4%. Un autre exemple tout aussi symptomatique, le blé tendre à lui tout seul représente 17% de la superficie totale de l'Europe et l'ensemble de tous les arbres d'Europe et de tous les types de forêts d'Europe, c'est finalement que 30%, c'est-à-dire même pas le double de la superficie du blé. Et on sait aujourd'hui, la dernière méta-analyse nous démontre que près de 90% des espèces de flore et de faune qui sont menacées à l'échelle planétaire, c'est une analyse qui porte sur 28 000 espèces, le sont du fait de l'agriculture. Alors ça, c'est l'accaparement de la place, de l'espace, mais l'agriculture a un autre effet très manifeste sur la biodiversité qui est à travers l'utilisation des pesticides et de manière générale de l'agrochimie. Alors c'est très difficile en fait de quantifier, de prouver l'effet des pesticides sur la biodiversité, mais par contre on dispose d'une preuve par la négative qui est tout à fait magistrale, qui est l'effet de l'agriculture biologique, donc l'absence de pesticides, même s'il n'y a pas que ça dans l'agriculture biologique, il y a quand même ça principalement. Donc, quel est l'effet de l'absence de pesticides sur la biodiversité? Et là, il y a eu des dizaines et des dizaines, même des centaines en fait, de publications et d'analyses qui concourent finalement toutes au même résultat principal. L'agriculture biologique augmente la richesse en espèces, que ce soit la faune, la flore, différents types d'insectes, macrofaune, microfaune, sous le sol, épigée. Et elle augmente également l'abondance de l'ensemble de ces taxons. Ça, c'est repris d'une des dernières méta-analyses. En gros, pour faire court, l'agriculture biologique augmente de 30% le nombre d'espèces par rapport au conventionnel et de 50% l'abondance. Donc, par revers, on a une estimation indirecte de l'effet des pesticides en particulier sur la biodiversité. Et du coup, ça amène à la question, est-ce qu'on peut se passer des pesticides en agriculture? C'est une question qui nous intéresse depuis pas mal de temps sur notre zone d'étude dans les Deux-Sèvres, qu'on a abordée à travers une analyse d'abord empirique, en regardant ce qui se passait dans des champs de blé, les itinéraires techniques des agriculteurs, les rendements, la présence de la flore. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de relation entre l'utilisation des herbicides et les rendements agricoles. Et si chaque point, c'est une parcelle de blé, il y en a 150 au total. Et vous voyez donc absence de relation entre l'utilisation des herbicides, ici en grammes par hectare, et le rendement, ce sont ici que des parcelles en conventionnel. Et la raison pour laquelle on a cette absence de relation, c'est qu'il n'y a pas de relation entre l'utilisation des herbicides et l'abondance de la flore adventice, et il n'y a pas non plus de relation entre la présence de cette flore adventice et le rendement. Donc la multiplication de ces deux non-relations produit l'absence de relation entre herbicides et rendement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle finalement, parce que ça nous donne la possibilité d'avoir des marges de manœuvre, cette absence de relation entre utilisation de pesticides et pratiques agricoles finalement. Donc, au-delà du constat empirique, on a testé expérimentalement si cette cette absence de relation était véritablement robuste. Donc, ça, c'est des expérimentations faites chez les agriculteurs, avec les agriculteurs et pour les agriculteurs, où ils ont manipulé dans leurs parcelles l'utilisation d'azote, d'herbicides et de plantes de culture. Et ce qu'on observe, je vais aller très vite sur ces schémas, ce qu'on observe donc en bleu, ce sont des parcelles conventionnelles, en vert, ce sont des parcelles en agriculture biologique. Et on voit que du point de vue du rendement, il n'y a pas d'effet de l'intensité de contrôle des adventices, c'est le graphique du milieu, que ce soit chimique chez les conventionnels en bleu ou mécanique chez les bio en vert.
Il y a un effet de l'augmentation de l'azote sur les rendements, mais il n'est significatif que globalement, il ne l'est pas dans chacun des systèmes de culture. Et du fait de cette absence de relation, eh bien, on a une relation négative pour le coup avec la marge, puisqu'on constate que chez les conventionnels comme chez les bio, l'augmentation du coût de l'azote ou des intrants et du désherbage se traduit par une diminution de la marge. Donc voilà une première preuve qu'on peut effectivement se passer des herbicides en l'occurrence. Et on a dupliqué ce type d'études sur d'autres types de systèmes agricoles comme le colza ou le tournesol, dans lesquels on a pu montrer que l'augmentation des abeilles domestiques ou sauvages dans le milieu environnant augmentait la contribution des insectes à la pollinisation de la culture. Ça augmente aussi les rendements en colza comme en tournesol, et ça augmente au final la marge des agriculteurs au point que finalement la pollinisation par les insectes peut augmenter les rendements de 30 à 40% sur ces deux cultures, et que ça augmente également le revenu des agriculteurs. C'est de manière variable, mais de l'ordre de 110 à 240 euros par hectare. Donc à la question, est-ce qu'on peut se passer des pesticides? Oui, mais en plus, on peut s'en passer grâce à la biodiversité, et en plus, c'est rentable. Et donc, ça m'amène à conclure cet exposé sur les relations entre biodiversité et agriculture à travers ce qu'on appelle le concept des solutions fondées sur la nature. Alors, les solutions fondées sur la nature sont des projets ou des initiatives qui cherchent à bénéficier à la fois à la biodiversité et au bien-être des sociétés humaines. Ça s'applique parfaitement au cas de l'agriculture. Alors, pourquoi est-ce que ces solutions fondées sur la nature sont intéressantes? C'est parce que la nature est résiliente, les écosystèmes fonctionnent depuis des millions d'années, et en plus, la biodiversité, c'est une solution gratuite. Alors, je déborde un tout petit peu de la biodiversité pour aller vers les écosystèmes. Ce type de solution fondée sur la nature, ça s'applique parfaitement à la gestion de l'eau. Voilà ici une image de la Sèvre niortaise telle qu'elle est aujourd'hui actuellement. Elle était autrefois un peu plutôt comme ça, avec des prairies qui étaient inondables en hiver, avec des haies, des bosquets tout le long de la ripisylve. Les agriculteurs avaient des sols riches en matière organique, et tout ça, en fait, ce sont des solutions écosystémiques qui consistent à ralentir le cycle de l'eau et à maintenir l'eau dans les terres agricoles. Alors, si on pousse l'exemple à l'extrême, il y a quand même de la biodiversité dans mon exemple, parce que les castors sont capables de faire des barrages sur les cours d'eau et de retenir encore plus l'eau dans le cours des rivières. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Juste ce petit cartoon américain pour rappeler que la biodiversité, c'est quand même un élément majeur dans les solutions et les crises qui sont à venir devant nous. Et puis une petite auto-promo, puisque j'ai donné aussi pas mal d'exemples que j'ai pris ici dans un livre que j'ai publié l'an dernier. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Vincent, pour ce premier témoignage et ton regard sur ce que tu peux mener sur tes travaux. Et donc, je vais laisser la parole au deuxième Vincent, Vincent Manville, qui, du coup, lui, va nous apporter un regard plus élevage sur ce sujet de la biodiversité. Vincent, tu as ton micro coupé. Mal, parfait. Tout va bien? Il faut mettre le diaporama en plein écran. Oui, voilà, parfait. Donc, merci Hélène, merci Philippe pour cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler un peu de la façon dont on peut passer à l'action et dont on essaie ou dont on passe à l'action dans les systèmes d'élevage d'herbivores et de polyculture élevage. Et en fait, je vais vous développer un petit peu le côté un peu méthode utilisée. Alors, juste une petite remarque, c'est pour pitcher un décor, c'est qu'en fait, durant la moitié du XXe siècle, l'histoire naturelle était toujours séparée du monde agricole. Si le monde des histoires naturelles décrivait des espèces et leur écologie, en tout cas l'agriculture, elle découvrait des moyens chimiques et technologiques pour produire plus, et chacun évoluait dans son domaine, sans concertation, sans discussion. Voilà, donc pour remettre un peu le contexte dans lequel nous sommes passés à l'action en fait avec des outils et des moyens et des éleveurs, c'est qu'on a on a déposé un casse d'art en 2010 ou 2011, et en fait ce casse d'art-là, il avait pour idée ou principal objectif, c'était de fournir des indicateurs plutôt simples,
qui parle aux agriculteurs et aux éleveurs et qui puisse aussi mettre en œuvre un certain nombre de choses à la faveur de la biodiversité qu'on va appeler dite ordinaire. Hein. C'est celle qui, en fait, on n'a jamais vue dans les écosystèmes ou les agroécosystèmes et celle sur laquelle on commence à porter un intérêt. Alors, juste pour vous dire un petit peu comment on a procédé, c'est qu'en fait, on a identifié un champ d'espèces. C'est parti de la flore en passant par les vers de terre pour terminer sur des espèces plus mobiles comme les chiroptères et les oiseaux. Et donc, l'idée un peu de ce projet, c'était de se dire que lorsqu'on avait des composantes paysagères, c'est-à-dire des alignements d'arbres, des présences de mares, etc., eh bien, l'idée, c'était de savoir, dans une composante, enfin, dans un contexte paysager donné, eh bien, avec des pratiques agricoles, avec une pression de pratiques agricoles donnée aussi, l'idée, c'était de savoir quel effet on avait sur les abondances et les richesses spécifiques de ces espèces. Et donc, au final, on est arrivé à la conclusion suivante, puisque l'idée, c'est de construire aussi un outil d'évaluation, c'est qu'au regard des relations qu'on a établies entre les espèces, les pratiques agricoles et les milieux, en fait, on a focalisé un outil qui s'appelle Biotex, et qui vient d'être rénové, qui s'appelle 4.0, et qui qui évalue la biodiversité à partir d'indicateurs dits indirects, puisqu'on va plus s'amuser à faire des mesures qui sont complexes à mettre en œuvre et soumis à la saisonnalité et à toute une autre complexité, mais on a plutôt décidé de construire un outil sur des indicateurs indirects de type paysager et de type pratique agricole. Voilà. Petit résultat, hein, de vous montrer un petit peu quel type de résultat on a tiré de ce projet IndiBio. En fait, l'exemple, hein, c'est qu'on avait 3 blocs. Alors, c'est le traitement statistique qui fait qu'on a traité par bloc. Et donc, dans ces blocs-là, on a des variables. Et on a en fait un bloc de pratique agricole, un bloc de paysage et un bloc parcellaire. Et par exemple, pour les bourdons, et donc la méthode statistique, elle nous dit, les résultats en fait du traitement statistique nous dit par exemple que, déjà on voit une chose, hein, c'est que entre Basse-Normandie, Auvergne et Champagne-Ardenne, on n'a pas le même poids, on va dire, de chacun des blocs par rapport à l'influence sur la richesse spécifique des bourdons. Alors juste à titre d'exemple, hein, quelque chose qui a pas mal marché, c'est la forme des parcelles. Alors, pour faire simple, hein, c'est périmètre sur surface. Cette forme des parcelles, en fait, plus la forme est compliquée et dentelée, plus elle a un aspect positif sur les bourdons, et notamment en Basse-Normandie. Et donc, ce traitement nous disait à titre illustratif que chaque fois qu'on augmente d'1 point l'indice de forme de parcelle, on augmente de 1,5 espèces, notamment pour la Basse-Normandie. Voilà. Donc ça, c'était en fait pour vous dire pourquoi et avec quoi on est arrivé pour argumenter une nouvelle méthode d'approche d'évaluation de la biodiversité. Alors, cette méthode, je vous la résume très rapidement, c'est qu'en fait, elle a la particularité de traiter la biodiversité en multi-échelle. Elle est construite sur des indicateurs indirects, donc de type je compte des habitats, j'identifie des pratiques agricoles. Et en fait, elle fait du multi-échelle puisqu'elle place de l'échelle du territoire, l'exploitation dans le territoire dans lequel elle se trouve. Et ensuite, on va passer sur un inventaire des habitats qu'on va retrouver dans l'exploitation agricole, des modes de gestion de ce dernier. Donc, on est à l'échelle de l'exploitation. Et ensuite, on va terminer sur la partie sol en intégrant des travaux qu'on a fait avec l'Université de Lorraine sur le sujet, sur la fertilité des sols et l'activité biologique. Bon, je ne vais pas trop dépasser. Donc, on a remis la matière organique, comme le disait Vincent tout à l'heure, un peu au cœur de l'exploitation et essayer de maintenir des niveaux minima en termes de matière organique pour éviter que la richesse tellurique s'effondre et donc que l'activité des sols et des services aussi ne disparaisse. Voilà. Donc, juste un petit indicateur. Je vous prie de m'excuser. Il y a un indicateur qui a une originalité, c'est qu'en fait, cet indicateur qui est à l'échelle de l'exploitation traite d'une métrique on le libelle comme étant surface de biodiversité développée. Et en fait, la métrique utilisée, c'est qu'on prend en fait
le volume que représente un objet, par exemple un arbre qui est affilié à un cylindre. Et en fait, on va découper ce cylindre pour le remettre comme si on ouvrait une boîte de conserve. Et en fait, on va déterminer cette surface, on va plutôt essayer d'identifier la verticalité des habitats que l'on retrouve et donc faire apparaître plutôt un paysage plutôt visible en 3D qu'un paysage sur un plan, sur une image ou une vision, on va dire, d'une infrastructure agroécologique, vision vue de l'emprise qu'elle a au sol. Et en fait, cet indicateur-là, il a l'originalité aussi d'être très parlant à un agriculteur. Et en fait, on l'utilise de la façon suivante, c'est que par exemple, pour une exploitation agricole qui fait 100 hectares de SAU, eh bien, on trouve généralement une surface de biodiversité qui peut fluctuer entre 30% de la SAU ou jusqu'à 150% de la SAU, voire plus. Eh bien, en fait, dans l'exemple ici, notre exploitation, elle fait 100 hectares. La surface développée, donc l'ensemble, l'inventaire qu'on a fait des haies, des arbres et d'autres surfaces, nous font aboutir à une surface de 76 hectares. Et ça veut dire, on le traduit pour un agriculteur en disant que lorsque tu cultives 1 hectare de SAU, eh bien, en fait, cette même production ou la production ou le système d'exploitation, lui, héberge 76 arts d'habitat. Donc, cet habitat, c'est cette fameuse notion de paysage visible qu'on met en évidence et pas du tout une vision sur un plan. Donc, cet habitat, il présente aussi l'intérêt derrière cet indicateur qui est plutôt un inventaire, une situation d'état, on va regarder aussi comment ces habitats sont managés, sont gérés, parce qu'il ne suffit pas de les avoir. Si c'est géré de façon, on va dire, trop agressive, en fait, leur valeur écologique ne sera pas terrible pour héberger toute une chaîne trophique. Alors, juste pour terminer, je vous montre un petit peu le résultat auquel on aboutit dans la méthode Biotex 4.0. En fait, on arrive sur des profils. Et ces profils-là sont discutés avec un agriculteur pour lui dire, ben voilà, au niveau de la mosaïque paysagère, donc on utilise beaucoup des grands génériques comme ça, eh bien, on va discuter du profil et de savoir sur quelle chose il faudrait qu'il appuie. En règle générale, sur beaucoup de diagnostics qu'on a fait, on se rend compte que, où il manque des habitats parce qu'on est dans des zones qui sont très cultivées, dans lesquelles il reste encore un petit peu d'élevage, donc il y a un problème d'habitat, entre guillemets, et puis aussi les problèmes de matière organique qu'on rencontre dans des systèmes qui sont très séralisés, pour lesquels il n'y a pas assez de recharge, on va dire, en termes de matière organique, tant dans les rotations, par des entrées par les rotations que le reste. Donc voilà, donc on discute tout ça, et ensuite, on essaye d'arrêter avec cet agriculteur un programme d'action. Et notamment, là, ça a été fait dans le cadre de Reine Mathilde, avec des conseils qui sont dédiés au suivi des fermes qui sont en agriculture biologique. Voilà. Et puis, enfin, pour terminer, on a aussi une autre intention, c'est de viser plutôt une approche plutôt collective, c'est-à-dire qu'on va prendre un territoire, on va échantillonner une représentation de nos élevages, enfin une typologie de nos élevages, et avoir un échantillon représentatif de la zone. Et on va travailler par zone homogène pour pouvoir aboutir, à l'issue des évaluations qu'on aura fait dans cet échantillon de ferme, à un programme plus collectif pour la zone. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Vincent. Et donc, pour terminer ce tour d'intervention avant de répondre aux questions, je vais laisser la parole donc à Axel pour nous donner un regard plus sur côté enseignement. Et donc, on revient plutôt sur les grandes cultures. Axel, c'est à toi. Tu as ton micro coupé également. Bonjour, merci Hélène. Merci Hélène, merci à l'équipe de l'AgroLumière pour me permettre d'exposer du coup le projet BiodiveXP à la Saucet. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte dans lequel a lieu ce projet. Donc le projet se fait à l'EPL de Chartres-la-Saucet. Donc, Chartres se situe en Beauce, qui est une zone de paysage de plaine ouverte, occupée principalement par des grandes cultures, avec peu d'éléments semi-naturels qui vont être déconnectés les unes des autres. Donc, avec un enjeu vraiment de développer et de valoriser des pratiques qui vont être favorables à la biodiversité,
tout en restant en cohérence avec la performance sociale, économique et environnementale. D'une autre part, il y a Chartres Métropole qui a mis en place un plan vert ayant pour objectif de préserver les espaces naturels d'une part et également de restaurer des continuités écologiques. Du coup, dans le projet BiodiVexP, on essaie de développer des solutions pour répondre à ces objectifs. On a la chance au sein de l'EPL de Chartres Associés d'avoir un tiers-temps qui a été obtenu en 2020 et qui est dédié à la biodiversité, et donc au projet BiodiVexP. Et c'est Julien Clément, qui est professeur d'éducation socioculturelle, qui est donc sur ce tiers-temps. Malheureusement, il n'a pas pu co-présenter avec moi le projet, étant donné qu'il a cours en ce moment. Et du coup, l'association Hommes et Territoires a été choisie comme partenaire principal pour le projet BiodiVexP à la SOCET, et donc je co-anime ce projet avec Julien Clément. J'ai raté en fait des diapos, c'est ça. Du coup, le projet BiodiVexP, il se situe dans un réseau national qui est le projet, donc c'est BiodiVexP et il y a BiodiVexP à la SOCET. Donc BiodiVexP, c'est national. Il y a 7 EPL qui ont été choisis par la DGER, Réseau Thème, l'OFB et la Bergerie nationale. Et donc, Chartres la SOCET en fait partie, d'où le projet BiodiVexP à la SOCET. Donc, l'objectif de ce projet, c'est vraiment de co-construire avec l'ensemble des acteurs de l'EPL et des partenaires un plan global de gestion qui va être concerté autour de la biodiversité pour favoriser la biodiversité et d'essayer de répondre aux contraintes et aux enjeux vraiment du territoire dans lequel l'EPL est situé. Et l'idée, c'est également de prendre l'ensemble du domaine de l'EPL, donc à savoir l'exploitation agricole, mais aussi les espaces paysagers qui sont autour et vraiment tout l'EPL dans sa totalité. Et les élèves et les apprenants sont toujours au cœur du projet et des actions qui sont mises en place. Donc, on a identifié 3 grands enjeux pour répondre à ce projet, à savoir l'éducation éco-citoyenne de la biodiversité, la diffusion de l'agroécologie en Beauce et la gestion éco-jardinée des espaces paysagers. Donc, je vais aller très rapidement sur l'enjeu numéro 1. C'est plutôt Julien Clément qui pilote cette partie-là, sur l'éducation éco-citoyenne sur la biodiversité. Donc, l'objectif de cet enjeu, c'est vraiment de sensibiliser les futurs agriculteurs et également l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, pour ça, il y a notamment sur le site des éco-responsables qui ont été élus et qui vont mettre en place des projets qu'ils développent eux-mêmes avec leurs professeurs. Il y a également tout un tas d'inventaires de la biodiversité qui ont été réalisés pour sensibiliser un petit peu à quelles sont les espèces qui sont présentes autour des élèves, notamment. Donc, il y a les OAB. Et puis, il y a tout un volet sur l'approche sensible, notamment par l'art, avec des projets artistiques autour des problématiques de la biodiversité. Donc, c'est sur le deuxième enjeu que je vais focaliser un petit peu plus sur la diffusion de l'agroécologie en Beauce, avec du coup pour objectif de faire de l'EPL de Chartres-la-Saussay une vitrine de solutions agroécologiques pour le territoire. Donc, l'idée, c'est un petit peu de prendre toutes les expériences et les données qu'on connaît avec un ensemble de partenaires dans le territoire et des agriculteurs et de les centraliser sur le site de l'EPL pour derrière pouvoir les redéployer sur le territoire. Donc, on a plusieurs types d'actions. Je ne vais pas tous les raconter parce que je n'aurai pas le temps. Donc, je me suis focalisée sur une action qui est le fait de favoriser le potentiel des bordures de champs. Donc, sur cette action, on avait une phase préparatoire en amont. Voilà, en fait, ça saute une diapo. J'ai peut-être déjà parlé des enjeux et des objectifs, ça va être plus simple pour comprendre la suite. Du coup, l'enjeu, c'est vraiment qu'en plaine céréalière, en fait, il faut savoir que les bordures de champs, elles représentent en moyenne 2 hectares pour une exploitation de 120 hectares. Et elles vont constituer des refuges qui vont être super importants pour la flore naturelle, les arthropodes, dont les auxiliaires, et la faune sauvage, dont la perdrix grise, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui est un peu l'emblème de la Beauce, et qui pourtant est en forte décroissance. Or, malheureusement, elles sont plus souvent broyées car considérées comme réservoirs d'adventices ou de ravageurs. Et du coup, l'objectif de cette sous-action, c'était de réaliser un diagnostic des bordures de champs de l'ensemble de l'exploitation agricole par les apprenants
et qui est vraiment une réflexion sur la gestion de ces bordures en fonction de ce diagnostic. Du coup, il y a plusieurs acteurs qui ont été impliqués, l'équipe pédagogique, l'exploitation agricole, les apprenants et le groupe Agrifaune, dont Hommes et Territoires et la Fédération de chasse qui sont intervenus. Donc, comme je disais, il y a une première phase de préparation en fait, des professeurs, notamment avec une formation d'une journée, une demi-journée théorique sur justement les enjeux des bordures de champs, comment les définir, et une demi-journée pratique sur le terrain. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ce petit guide de typologie des bordures de champs, qui est un outil relativement facile à utiliser et qui peut être pris en main par les professeurs pour encadrer leurs étudiants sur ces diagnostics. En parallèle, Hommes et Territoires, on a diagnostiqué l'ensemble des bordures de champs de l'exploitation pour pouvoir donner un peu les réponses aux professeurs et les guider du coup dans leur groupe avec les élèves. On a également préparé des documents pédagogiques, notamment pour le jour J. Donc, le jour J, les élèves ont réalisé des diagnostics. Donc, il y a eu une première introduction sur les intérêts des bordures de champs et l'utilisation d'outils. À la base, on voulait faire cette introduction en cours de manière assez développée, puis on était en 2020 quand ça s'est passé, 2020-2021, et du coup, il y a eu le Covid qui est passé par là, donc on a dû écourter parce qu'il y a pas mal de cours qui ont sauté, et au final, ça s'est plutôt bien déroulé de faire ça en matinée. Et les élèves sont partis par classe avec un professeur par classe pour aller diagnostiquer 3 à 6 bordures. Ils ont également réalisé des photographies et des identifications d'insectes et de flore pour justement appréhender un petit peu quels étaient d'insectes et de végétaux qu'ils pouvaient retrouver en fonction du type de bordure qu'ils observaient. Ensuite, il y a eu une discussion avec l'exploitation agricole justement sur l'intérêt des bordures diagnostiquées et les élèves ont proposé différents conseils de gestion qui vont s'appliquer en fonction du type de bordure. Donc, je vais vous montrer derrière les résultats. Et il y a eu des échanges avec des agriculteurs sensibilisés à la biodiversité et notamment aux enjeux des bordures de champs. Donc, c'est des agriculteurs principalement qui étaient chez Hommes et Territoires et qui mettent déjà en pratique cette gestion différenciée des bordures. Et il y a également un partenaire agricole, un technicien de la Fédération de chasse qui est intervenu auprès des élèves. Et en fait, ces échanges ont énormément plu à la fois aux élèves, mais également aux intervenants. Parce que voilà, ça permettait aussi aux élèves de se rendre compte de la réalité des choses, d'appréhender le fait que ce n'était pas juste quelque chose qui était vu en cours avec les profs, mais qui était vraiment appliqué par des agriculteurs. Donc, au final, on a décidé d'adapter la gestion en fonction du type de bordure et des faciès de chaque bordure. Donc là, en fait, j'ai remis la carte sur des bordures de champs associés. Donc, en gros, on a vraiment simplifié d'un point de vue pédagogique aussi en 3 types de bordures avec en vert ici toutes les bordures qui vraiment présentaient, qui étaient suffisamment larges, qui présentaient une diversité assez intéressante d'espèces florales et donc qui avaient un fort potentiel pour la biodiversité à la fois des insectes, de la petite faune et de la flore. Et donc, on a décidé de ne plus broyer ces bordures-là. Ensuite, les bordures en noir, c'est des bordures qui étaient un peu à surveiller, une réflexion en cas par cas pour des bordures où il y avait de temps en temps un endroit où il y avait des adventices, donc il fallait surveiller, ou des bordures qui étaient très rétrécies, donc potentiellement essayer de voir si on ne pouvait pas l'élargir. Et enfin, les bordures rouges, donc ces bordures-là présentaient beaucoup d'adventices, et donc là qui pouvaient potentiellement poser problème pour qui étaient mal vus, disons, par les agriculteurs et qui vont être broyés régulièrement pour essayer de limiter le fait que les adventices rentrent dans les champs. Et du coup, on a sur les deux flèches jaunes ici fait de la restauration de bordures de champs. Donc, ça va être fait à l'automne et donc avec le mélange Agrifaune qui est présenté au centre de la diapo. C'est un mélange constitué sur observation de bordures qui étaient naturellement équilibrées et qui permet d'être concurrentiel face aux adventices.
Donc, la suite du projet, c'est de suivre régulièrement ces bordures de champs pour voir un petit peu leur évolution avec l'évolution des pratiques. Donc, les élèves vont faire ce suivi, donc, notamment cette année, avec le même outil, et également suivre la levée donc, de la restauration de ces deux bordures. Donc, l'enjeu numéro 3 sur la gestion éco-jardinée des espaces paysagers, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai plus de temps. Mais l'objectif, en fait, c'est de changer les pratiques de la gestion des paysages, notamment pour garder une certaine continuité avec les bordures de champs, donc en faisant de la fauche différée en fonction des zones d'usage. Donc, on a défini des zones d'usage qui vont être et à la fin, l'objectif, c'est d'obtenir le label éco-jardin. Et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir une réflexion sur l'ensemble du site. Et derrière, en fait, ça permettra d'avoir un site vitrine des solutions possibles qui peuvent être mises en place dans ce genre de territoire. Donc, je vous remercie pour votre attention et je fais juste une petite publicité ici pour le 6 décembre. Il y aura un séminaire sur la biodiversité du sol et notamment la Marc-André Sellos, qui est une chaîne qui vous parlera de la microfaune du sol et de la mycorhisation. Voilà, je vous remercie. Merci à toi et merci à vous trois donc, pour ces trois exposés qui, comme vous avez pu le voir dans les questions-réponses, font beaucoup réagir. Donc, merci aussi d'avoir bien respecté le temps, ce qui nous laisse pas mal de temps pour un peu soulever les débats qui ont commencé à avoir lieu dans la partie QR. Peut-être pour commencer cette partie questions-réponses, des questions un peu plus spécifiques à chacun d'entre vous. Alors, le premier, j'ai vu Vincent que tu avais commencé à répondre, mais je me dois quand même de te relayer toutes les questions autour de ce que tu as présenté et affirmé sur le fait qu'on peut se passer de pesticides. Alors bon, je pense que tout le monde peut lire les questions, mais en gros, il y a eu des interrogations déjà un peu sur le constat par rapport à des constats qu'on peut avoir par ailleurs, notamment sur les chiffres ou les statistiques de France Agrimaire qui situent des rendements bio entre 50 et 60% des rendements conventionnels. Il y a eu pas mal d'interrogations aussi sur l'affirmation de l'absence de rendement l'absence de relation entre rendement et herbicide, avec des questions aussi finalement de comment on en arrive à ces chiffres et qu'est-ce qu'on compare finalement. Est-ce qu'on regarde, je te reformule vraiment la question, si vous ne confondez pas le fait qu'il est nécessaire de désherber là où il y a des adventices, ce qui pourrait laisser croire qu'il n'y a pas de relation, ou inversement, qu'il n'est pas nécessaire de désherber là où il n'y a pas d'adventices, ou encore des questions autour du bio, puisque lorsqu'on compare l'effet de mode de production AB versus conventionnel, on ne peut pas considérer qu'on évalue uniquement l'usage des pesticides, car il y a tout un ensemble d'autres choses qui rentrent en jeu. Toujours un peu sur ces mêmes questions, est-ce que finalement, tu parlais de baisse des rendements, mais est-ce que c'est le seul indicateur qu'il faut suivre? Est-ce qu'il n'y a pas des impacts sur la qualité, par exemple? Et enfin, une dernière, si finalement, ce même type de raisonnement s'applique aussi aux fongicides et pas uniquement sur les adventices et les ravageurs. Donc, je pense que je dois te laisser un petit droit de réponse par rapport à ces questions. J'ai déjà répondu en partie par écrit. Et puis, bon, c'est les questions ultra classiques. Nous, ça fait 15 ans qu'on a réalisé ces expérimentations et on en a fait maintenant sur plus de 500 parcelles avec 140 agriculteurs au total, sur 5 types de cultures, sur des rotations complète jusqu'à 4 ans ou 5 ans. On a publié au moins 15 articles scientifiques sur la question. Donc voilà, c'est des questions que j'ai déjà entendues et réentendues sans arrêt. Donc bon, je vous invite à regarder éventuellement soit les publications, soit notre site web sur lequel on donne pas mal d'éléments de réponse. Je vais quand même répondre très, très rapidement. Alors, dès qu'on parle de bio, tout de suite, ça suscite beaucoup de réactions, hein. Ça, c'est une constante. Alors, quand j'entends dire que le bio a des rendements de 60%, 50% plus faibles que le conventionnel, en fait, c'est faux. C'est vrai pour certaines cultures, pas toutes, et c'est pas vrai sur la majorité des cultures. C'est vrai pour le blé. Donc, il se trouve que le blé est une culture assez cruciale, notamment en France. Mais les rendements bio sur d'autres zones d'études, par exemple en luzerne, en maïs, en tournesol, sont identiques, voire même parfois supérieurs à ceux du conventionnel. Et la raison du delta de rendement entre bio et conventionnel, ce n'est pas les pesticides,
ou très marginalement, c'est avant tout l'apport en azote inorganique dans le conventionnel. Donc voilà, sur ces questions par rapport au bio. Après, par rapport aux autres types de questions sur... alors, c'est pas qu'on... Bon, j'ai été peut-être un petit peu caricatural et c'est volontaire. De toute manière, je l'assume parfaitement. Je ne dis pas qu'on peut se passer totalement des pesticides, bien que oui, on peut se passer totalement des pesticides, puisque les bios se passent des pesticides et ils produisent quand même de la nourriture et des marges suffisantes pour qu'ils vivent bien. Là, je parle maintenant des conventionnels. L'idée, ce n'est pas que les conventionnels arrêtent totalement les pesticides. Ils peuvent, ce que nos expériences montrent, c'est qu'ils peuvent les réduire fortement. C'est valable pour les herbicides, c'est aussi valable pour les insecticides et les fongicides. Et pour ce qui est des herbicides, parce que les résultats peuvent surprendre, la raison toute simple pour laquelle on peut réduire les herbicides de manière substantielle, c'est de 30 à 50% sans affecter les rendements, c'est parce que le meilleur herbicide, c'est le blé. Le blé à lui tout seul, je ne l'ai pas présenté parce que c'était beaucoup trop court, mais le blé à lui tout seul élimine entre 70 et 80% de la flore adventice, rien que par sa présence, même en absence d'azote et en absence d'herbicide. Et c'est complètement logique parce que si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là pour en parler, parce que l'agriculture s'est débrouillée sans herbicide pendant environ 12 000 ans, moins les 200 dernières ou les 50 dernières années. Donc voilà, enfin, je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans nos résultats, je pense. C'est simplement un changement de prisme que je pense doit être vécu comme une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire sans affecter les rendements et plutôt en augmentant les marges des agriculteurs le recours à l'agrochimie, que ce soit les pesticides ou les engrais chimiques, de manière tout à fait substantielle. Par contre, pour aller au-delà, c'est-à-dire au-delà de 50% de réduction, là, il faut mettre en œuvre d'autres types de leviers. Voilà, je ne sais pas si ça répond, certainement pas complètement, mais De toute quelques façon, éléments. on va pas clore le débat ici. Et Non. puis, comme dit, c'était pas non plus forcément le cœur du sujet du webinaire. Mais peut-être, par contre, si tu pouvais mettre tes références, tu sais, tu as dit qu'il y avait pas mal de Oui. papiers, peut-être quelques références dans la Oui, partie. j'enverrai ça. Oui. Question. Mais en gros, le message qu'il faut retenir, c'est que, c'est possible de réduire les pesticides. C'est une nécessité si on veut augmenter la biodiversité. Et ça tombe justement bien, puisque cette réduction de pesticides en augmentant la biodiversité permet à l'agroécologie, finalement, de se mettre en place et de pallier à l'agrochimie. Donc, le cercle est bouclé, en fait. Il faut le voir plutôt comme un espace de solution, en réalité. Ben, c'est une belle réponse positive. Du coup, je vais passer peut-être à quelques questions pour Vincent. Alors, Vincent, donc, il y a des personnes qui nous suivent qui se demandent sur combien d'exploitations tu as testé Biotex et au-delà de ça, un peu le domaine de validité de l'outil, à savoir dans quelle mesure Biotex est transposable à d'autres territoires et notamment aux zones tropicales. Et une question un peu annexe, est-ce qu'il intègre des aspects de faisabilité, donc indices selon les pratiques ou autres? Bien, donc quant au nombre, je vais commencer par le quantitatif, le nombre d'exploitations qui ont été évaluées avec la méthode se situe autour de 350. Donc on est en train de relancer un déploiement là, avec les interprofessions pour pouvoir faire un plus vaste programme, enfin réfléchir à un plus vaste programme donc pour disséminer ces évaluations, pas faire de l'exhaustivité, mais disséminer pour pouvoir mettre en place des programmes d'action à la faveur de cette biodiversité, des programmes d'action collectifs. Ça, c'est le premier point. Après, à savoir si cette méthode est dédiée aux tropiques, elle est plutôt dédiée à nos latitudes, hein, tout simplement, puisqu'en fait, les structures d'exploitation, si on change de pays, ne sont pas les mêmes. On a la prétention d'évaluer les exploitations telles qu'on les connaît en Europe, ou une partie des États-Unis, la place de l'arbre, des infrastructures agroécologiques, l'impact des pratiques. Voilà, mais on n'a pas d'autres. Nos ambitions sont limitées à nos latitudes. Et puis la troisième question sur la faisabilité, donc je la comprends pas trop en fait. Si on peut me la préciser ou je sais pas. Et du coup, j'invite la personne, effectivement, peut-être qui a posé cette question, de nous la repréciser un petit peu et je te la relayerai quand on aura la Parce que réponse. si on parle de faisabilité juste en 2 mots, hein, pour mettre en œuvre cette méthode, en fait, il faut 2 heures et demie.
c'était le cahier des charges qui était demandé pour approcher ça. Donc, on utilise des informations qui sont disponibles sur l'exploitation et qui ne nécessitent pas la présence de 2 ou 3 conseillers. L'agriculteur est capable d'y répondre. Donc, il y a une disponibilité d'informations. Donc, c'est une méthode qui a été faite sur un aspect faisabilité de mise en œuvre sur l'exploitation avec le challenge d'aller chercher de l'information globale sûre et restituer quelque chose après de façon assez synthétique et lisible. Alors, on a la précision, donc c'était très intéressant que tu nous dises l'aspect faisabilité pour vous, mais c'était surtout la faisabilité des pratiques proposées pour améliorer les indicateurs de biodiff. Alors, la faisabilité des pratiques, en fait, pour agir sur la biodiversité, on se rend compte que dans les évaluations, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent. Il suffit de restaurer du bon sens. Par exemple, reconnecter des infrastructures agroécologiques, des haies, par exemple, qui auraient été déconnectées pour des raisons X ou Y de remembrement, c'est quelque chose qui va favoriser la mobilité des espèces. Les interactions qu'on va avoir ou les bénéfices qu'on va en avoir, c'est des services. Si on reconnecte des zones qui ont été déconnectées de façon, on va dire, assez importante, on perd des alignements de haies et d'arbres. Je vais vous prendre l'exemple de la chauve-souris. La chasse, la prédation en fait à des insectes piqueurs ou autres n'existera plus. Donc, ce service de régulation, lui, disparaît aussi. Donc, l'idée, ce n'est pas parce qu'on remet quelques arbres, qu'on reconnecte de la haie ou qu'on taille mieux, on laisse ces haies prendre plutôt de la dimension plutôt que de les raser propres et nettes, comme c'est dit souvent dans le monde agricole. Eh bien, c'est quand même des actions qui sont assez simples. Après, de là à introduire, par exemple, des prairies, alors je ne l'ai pas développé, mais c'est dans le côté un peu richesse tellurique des sols. La part de la prairie, on ne dit pas qu'il faut ne plus cultiver, mais il faut se préoccuper de cette matière organique dans les sols. Et le fait de réintroduire, par exemple, des prairies temporaires ou artificielles dans un cycle de culture annuel va permettre de diminuer les pesticides et va permettre aussi de récupérer de l'azote si c'est des légumineuses et aussi récupérer de la matière organique puisqu'on va accumuler de la matière organique dans ces sols. Donc, limiter le déficit structurel qu'on retrouve dans les cultures annuelles. Merci Vincent. Et donc, je finis le premier tour de table des questions par Axel avec 2 petites questions. Alors, une première à savoir, c'est quelles formations en fait, ont été impliquées dans les actions que tu as présentées et puis plus largement les actions biodiversité menées à la SOCE. Et alors, une question qui revient, enfin, qui est à mon avis centrale un peu dans tous les dispositifs, surtout mis en place avec l'enseignement agricole, c'est à savoir la question de la pérennisation de ces actions dans les parcelles de démonstration sur le PL. Et en fait, est-ce qu'il y a des moyens dédiés? Alors, je ne sais pas si toi, tu peux répondre à cette question-là, mais un peu toujours cette question, quand on suit de la biodiversité, c'est quand même du long terme. Donc, comment on peut gérer ça? Alors, déjà, pour la première question sur les formations, je pense qu'il y a un peu 2 blocs de formation distincts, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui ont été mises en place pour développer le projet. Donc là, dans ce que j'ai présenté en fait pour l'action de diagnostic des bordures de champs, c'est avec ma collègue, on a donné une formation auprès des enseignants qui derrière devaient prendre en charge des classes. Et du coup, cette formation, c'était vraiment sur qu'est-ce que c'est une bordure de champ, comment est-ce qu'on la définit dans l'espace, quels sont les intérêts pour la biodiversité de ces bordures de champ. Et donc, dans les intérêts, c'est vraiment donner un panel d'intérêts très différents pour toucher des sensibilités aussi différentes auprès des apprenants. Et puis derrière, en fait, l'utilisation de l'outil en lui-même. Donc, c'est un outil qui fonctionne par clé, en fait. Donc, on commence à regarder la largeur de la bordure, ensuite son recouvrement par recouvrement végétatif, et puis quels sont les différents types d'espèces qu'on retrouve dedans. Ça ne va pas très loin dans la définition des espèces. En gros, est-ce que c'est adventice, est-ce que c'est plutôt graminé, ou est-ce qu'on retrouve un petit peu de dicotylédone en diversité. Donc voilà, c'est vraiment une formation précise sur cette action-là. Après, dans le deuxième cas de figure, c'est plutôt quelles sont les actions qui pourront être mises en place sur ce site une fois qu'on aura finalisé un petit peu de mettre en place toutes les actions pour rendre le PL vitrine. Donc, il y a déjà des formations d'ailleurs qui sont mises en place sur justement le diagnostic des bordures de champs avec l'outil Éco-Bordure, qui est un outil qui va un peu plus loin par rapport à la typologie des bordures de champs, qui permet de retracer un petit peu l'histoire aussi de la bordure et son intérêt écologique.
Et puis derrière, il y aura formation pour les agriculteurs, par exemple. Voilà, ça peut être genre, écoutez, comment est-ce qu'on peut gérer les bordures de champs, quels sont les différents couverts qu'on peut avoir. Et puis, éventuellement, on peut envisager également des formations sur le label éco-jardin et les pratiques de gestion différenciée en paysage différencié, mais ça, je connais un peu moins cette partie-là. Et sur la deuxième partie de la question, c'était comment pérenniser les actions. Effectivement, ça reste une grosse question. Donc, déjà, il y a une bonne partie finalement des actions qui vont être suivies par l'exploitation agricole. Donc, sur la gestion différenciée des bordures, en fait, déjà, la gestion des bordures à proprement parler était réalisée par l'exploitation agricole, donc elle le sera toujours. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour le moment, la carte que j'ai présentée a encore du mal à être vraiment pris en charge, c'est-à-dire qu'on est passé plutôt d'un je bois tout à je bois plus rien du tout. Et du coup, là, la question, c'est OK, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cette gestion différenciée des bordures en fonction de leur type. Ça reste encore une question qu'on est en train d'aborder là avec l'exploitation. Et on pensait en fait tout simplement mettre des fiches plastifiées dans les bureaux en fait de l'exploitation avec OK, à telle période, on va broyer juste l'île rouge. Voilà, donc ça c'est pour les bordures de champs. Après, sur les mélanges qu'on a mis, donc la restauration des bordures de champs, ce qui est important, c'est la gestion dans les premières années. Où effectivement, en fait, il peut y avoir encore de l'adventice en première année, donc il faut broyer haut le mélange pour pouvoir permettre aux espèces, il faut broyer haut la bordure pour pouvoir permettre aux espèces du mélange de se développer et leur donner un petit peu de lumière, parce que sinon, ça peut quand même rester étouffé sous les adventices. Et en deuxième année, en fait, le mélange, il prend bien. C'est pareil pour une des deux bordures fleuries qu'on a mis en place aussi. Les deux sont pérennes, en fait. La bordure auxiliaire, dont je n'ai pas parlé, qu'on a mis, et les bordures de champs sont pérennes. Et du coup, là, une fois qu'elles ont été bien mises en place, en principe, on n'a plus à s'en occuper. Donc ça se pérennise tout seul, je dirais. Néanmoins, sur toutes les bordures noires, il faut quand même avoir un œil un peu averti sur ces bordures-là. Et donc là, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut mettre en place des projets pédagogiques qui sont un petit peu reproduits chaque année pour pouvoir continuer d'aller regarder l'évolution de ces bordures et de ce fait avoir un œil sur de potentiels bordures ou de l'adventice qui va reprendre sur certaines bordures où il y a eu des taches d'adventice, par exemple. Donc voilà, là, ça serait plus essayer de poursuivre en fait le diagnostic par la typologie, voire même par l'outil éco-bordure de pérenniser dans le temps. Merci Axel. Alors, je vois que le temps file, je vais avoir essayé de poser des questions peut-être un petit peu plus transversales à vous trois. Alors, je vais regrouper deux questions qui à la base ne l'étaient pas forcément, mais on a beaucoup discuté au niveau d'une parcelle ou d'un système, mais il y a quelques questions qui sont peut-être plus de l'ordre de la réflexion au niveau paysager, à savoir une question sur la taille des parcelles, donc avec un ordre d'idée de la taille de parcelle minimum ou maximale peut-être efficace ou à éviter. Et je lirais bien ça avec aussi la question sur les infrastructures agroécologiques, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup ressorti, ou continuité écologique, et finalement, c'est pas forcément très clair qu'est-ce que vous mettez par là, en quoi justement dans une approche un peu paysagère, c'est vraiment central pour la biodiversité, quels sont un peu les enjeux, les écueils. Par rapport un peu à ces deux questions-là, plus prendre un peu de hauteur. Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier à ces questions-là. Sur la taille des parcelles, en fait, je voudrais combattre, entre guillemets, une espèce de recherche un petit peu dogmatique de seuil, d'indicateurs, d'optimalité. Voilà, quelle serait la taille de parcelle optimale dans un paysage agricole? Du point de vue de la biodiversité, je pense qu'il n'y en a pas. Ce qui est important du point de vue de la biodiversité, c'est qu'il y a une grande diversité de tailles de parcelles, parce qu'il y a des organismes qui ont des faibles capacités de dispersion, d'autres qui ont des grandes capacités de dispersion. Donc, tout ça coexiste et cohabite dans un paysage. Donc, qu'il y ait une grande diversité de tailles, des petites et pourquoi pas des grandes.
Ce qu'on peut dire par rapport à la taille des parcelles, c'est qu'au-delà d'une certaine taille, qu'on a mesuré et estimé quantitativement dans un article qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, dans les systèmes de grande culture, au-delà en gros de 10 à 12 hectares, la plupart des fonctions écologiques de régulation naturelle ou de pollinisation ne s'effectuent plus. Les cirques, par exemple, ont des tout petits domaines vitaux. Donc, si les parcelles sont trop grandes, on ne peut pas espérer des cirques qui réalisent du contrôle biologique au centre de la parcelle. Et c'est pareil pour les pollinisateurs. Donc, il y a des tailles qu'il faut essayer d'éviter, mais il ne faut pas aller rechercher une taille optimale. Il faut de la diversité. Merci. Je laisse peut-être l'autre Vincent sur les infrastructures agroécologiques, assez rapidement, qu'on ait le temps peut-être de prendre. Je vais répondre à la taille aussi. Parce si que, tu veux. En fait, la taille, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on fait dans Biotex. En fait, on pixelise un territoire pour déterminer la densité, la connectivité et la répartition des arbres, ce qu'on appelle infrastructure agroécologique ou éléments fixes du paysage, arbres, haies, etc. Et donc, en fait, on a pixelisé ça sur des pixels de 6 hectares, un carré parfait de 6 hectares. Pourquoi? Parce que quand on a fait notre traitement statistique sur Bourdon, en l'occurrence, le buffer qui répondait le plus, c'était les buffers, qui est le cercle autour duquel on a fait nos mesures, où on a numérisé toutes les IAE, donc les infrastructures agroécologiques. Celui qui répondait le mieux, c'était à 300 mètres. Donc, c'est comme ça qu'on justifie, en fait, pourquoi on pixelise à 6 hectares. En revanche, comme le dit Vincent Bretagnol, effectivement, la mobilité des espèces, si on est un oiseau, on va arriver à franchir des barrières qui peuvent peut-être faire 10 hectares. Si on est un pollinisateur plutôt à vol plutôt lent et avec peu d'autonomie, on va se retrouver avec des parcelles qui sont plus petites. Et la distance centre-bordure aussi, on avait fait des tests là-dessus. Centre-bordure était important aussi, dont la forme aussi des parcelles. Ça, c'est le premier point. Sur les IAE, de toute façon, c'est classique. On a été chercher le catalogue de la redoute de la PAC qu'on a aménagé. Et une particularité de ce qu'on prend quand on prend les IAE, donc c'est les haies stratifiées à différents niveaux, des haies buissonnantes, des haies à un niveau, les haies têtards de Mayenne, par exemple, qui sont stratifiées à 3 niveaux. Et puis, on prend quoi? La particularité dans ces infrastructures agroécologiques, dans la méthode Biotex, c'est qu'on prend la prairie permanente, mais pas toutes les sauces. On va prendre la prairie permanente qui est utilisée de façon beaucoup plus light, au sens, c'est la prairie semi-naturelle ou naturelle, pour être très clair. Jamais vu retourner. Et donc, on va essayer de voir si elle remplit la même fonction écologique qu'une haie ou un arbre, en regardant le mode d'exploitation. Si on est sur du pâturage libre extensif et des fauches tardives, eh bien, on va avoir une valeur écologique qui va être presque similaire à une bordure, à une infrastructure agroécologique. Donc, on rapatrie, nous, cette partie de la prairie permanente qui peut être des zones humides ou des zones sèches aussi, donc dans l'escarcelle, des infrastructures agroécologiques, puisqu'elles permettent d'assurer donc l'habitat à ces différentes espèces sauvages. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Je pense. Peut-être, Axel, si tu veux juste un dernier mot sur la notion d'infrastructure agroécologique et de continuité, parce que je vois pas. Oui, du coup, juste par rapport effectivement à la notion de continuité, de corridor écologique, en fait, l'importance d'avoir une vision paysage et territoriale, c'est de pouvoir relier les uns aux autres ces différentes infrastructures agroécologiques pour justement permettre aux organismes vivants de passer d'un habitat à un autre et du coup d'aller coloniser, je dirais, l'ensemble du paysage. Parce que si on a juste un petit îlot par-ci puis un petit îlot par-là, on va pas pouvoir regrouper et du coup il se peut même que cet îlot en fait soit pas très efficace s'il n'y a aucun organisme qui arrive dessus, quoi. Donc voilà, j'essaie de faire simple. C'est important de connecter tous ces éléments les uns avec les autres. C'est une belle fin, je trouve. Il faut connecter tous les éléments les uns avec les autres. Merci à vous tous.